La Suisse, petit pays neutre, adepte du chocolat, de la lenteur, des lacs perdus, des monts enneigés et de la démocratie participative, est-elle en train de virer dictature? Je ne parle pas ici de la montée des partis d'extrême droite, au paradis ayant abrité Calvin. Je veux évoquer une curieuse mésaventure arrivée à un journaliste de Blast et d'une invraisemblable censure dont nous avons été l'objet. Je vous invite à lire les excellents papiers de Moran Kerinek qui sont publiés sur notre site pour vérifier ce que je vais vous raconter. Tout commence l'an passé, après les vicissitudes liées au Covid. Je vois des publicités sur le réseau pour un livre dénonçant la Big Pharma et les manipulations des scientifiques autour de la naissance de l'épidémie. Le livre est en commande gratuite. De mémoire, on ne paie que les frais d'envoi. Je ne regarde pas trop les petites lignes et je reçois le livre au bout de quelques semaines, en même temps que des newsletters vantant des conférences sur la médecine douce, les huiles essentielles, les plantes visant à lutter contre le cancer ou l'arthrose. Je découvre aussi qu'on me ponctionne une trentaine d'euros par mois. Je m'en émeus, demande le remboursement, mais rien n'y fait avant que je fasse valoir mon statut de journaliste. C'est là que Moran Kerinek entre en scène et qu'on découvre, après une enquête au bord du lac Léman, le pot aux subsides et aux médicaments. Derrière ces sites qui vendent et vantent au gogo les bienfaits du bain de pied se cache une industrie de la newsletter et du webinaire plus ou moins bidon, essentiellement basée en Suisse, entre Genève et Lausanne. Blast sort ses premiers papiers. On nous menace de plaintes qu'on attend toujours, mais Moran a ouvert une brèche et de plus en plus de petites mains, travaillant pour ces sociétés d'alpagage, nous écrivent. La plupart pour dénoncer leurs conditions de travail. C'est dans le cadre de ces alertes que nous allons nous retrouver dans ce qui, au départ, ressemble à une mauvaise blague. Dans une de ces sociétés, le directeur général est accusé par ses salariés de harcèlement et de violence envers le personnel. Moran prend contact avec lui pour obtenir sa version de l'histoire. Et c'est là qu'on entre dans une tragicomédie entre Beckett et Kafka. Les avocats de l'administrateur harceleur nous interdisent de citer son nom et lancent une procédure judiciaire contre nous visant à une condamnation si le nom de cet homme est cité, ce que le tribunal de Genève lui accorde sans nous consulter. On découvre que c'est l'usage en Suisse et les journalistes helvètes s'y sont habitués. Malheureux mais contraints en raison des amendes et des frais de justice. Pour obtenir l'autorisation de le citer, il faut plaider. Notre dossier est solide, mais nous n'avons pas envie de lâcher 5 000 € pour un avocat genevois, coût moyen d'une procédure de ce type en Suisse. Nous envoyons donc une amie journaliste plaider notre cause. Patatras, le tribunal n'entend pas nos arguments et maintient l'interdiction pour Blast de diffuser le nom de notre homme. Les magistrats y ajoutent un supplément chocolat, le remboursement des frais de procédure à notre unique charge. I'm sorry, rules of the house. Soit environ 2 000 € que nous sommes obligés de payer au risque d'être saisis de sommes plus importantes. On hésite à faire appel, mais vu les coûts et la partialité en cours, la mort dans l'âme, on renonce. Nous sommes donc exécutés et avons payé ce droit d'être censurés. Depuis, j'ai eu plusieurs journalistes en Suisse qui sont eux aussi victimes de cette invraisemblable atteinte à la liberté d'expression. C'est une des spécificités du droit suisse et pas que dans la presse, mais notamment dans la presse. Donc, il y a deux types de mesures. Il y a les mesures provisionnelles et super provisionnelles. Les mesures super provisionnelles interviennent potentiellement avant la parution d'un article et puis elles peuvent être données sans que le journaliste soit consulté. C'est-à-dire que c'est la personne qui est victime ou entre guillemets qui attend un article qui peut actionner un juge et le juge va prendre sa décision, ce qu'on appelle ex parte, c'est-à-dire sans avoir consulté le journaliste. Et après, dans la théorie, s'il donne raison à la personne qui a demandé ces mesures, dans la semaine ou très vite, il devrait consulter les journalistes. Mais pendant ce temps-là, il interdit aux journalistes de publier l'article ou si l'article est déjà publié, il leur ordonne de le retirer temporairement. Donc, c'est quelque chose qui peut faire assez mal à un journal, surtout que ça peut arriver parfois quelques heures avant la parution. Donc, ça peut être très problématique. Mais comment est née et pourquoi est née cette jurisprudence qui protège les riches coupables, on va dire? Bon, je pense que l'idée du législateur, après, je ne suis pas derrière lui, mais c'était de protéger des dommages et des ravages que peut faire potentiellement une presse qui serait peu
peu encline à respecter certains principes de déontologie. Donc, on peut imaginer, par exemple, l'impact que ça pourrait avoir de divulguer le nom de quelqu'un qui est victime de quelque chose ou d'une personne qui est accusée de terrorisme ou des choses comme ça. Donc, l'idée de base, elle n'est pas forcément mauvaise. Le problème, c'est qu'elle implique une censure et surtout, elle peut impliquer des frais très élevés. Il m'est arrivé, par exemple, dans une procédure qu'on est en train de combattre en ce moment, pour avoir envoyé un simple mail de contradictoire, de me retrouver avec des mesures superprovisionnelles puis provisionnelles qui ont été validées et donc tous les frais de la procédure à ma charge, c'est-à-dire près de 12 000 euros. Donc, c'est une espèce de menace un peu latente, une épée de Damoclès qui pèse sur votre tête et qui n'est pas forcément en accord avec la CEDH, donc la Cour européenne des droits de l'homme, parce qu'il y a un problème de liberté d'expression. Nous, en l'occurrence, dans cette histoire, comme l'explique le journaliste Moran Kerinek, on a toutes les preuves, on a 10 témoignages, on a été expliqué ça au tribunal, mais malgré ça, on s'est fait censurer, quoi. Et en plus, on a dû payer l'argent de la procédure. Pour moi, ici, il y a un double problème, mais c'est intéressant parce que c'est des problèmes qu'on rencontre nous aussi. C'est aussi, ou également, la notion de personnalité publique. En Suisse, cette notion, elle a tendance à se rétrécir, contrairement à la France. Et donc, c'est de plus en plus compliqué d'argumenter qu'une personne, en fonction de ses agissements ou de son rôle dans la société, ait une personnalité publique, à part les personnes évidentes du style homme politique ou grand dirigeant. Donc, on a eu plusieurs cas où on nous explique qu'on ne peut pas citer le nom de la personne parce qu'elle n'est pas assez... elle n'est pas assez publique, quand bien même parfois ce sont des gens qui sont des acteurs de l'économie locale quand même très présents. Et vous vivez avec ça? Il n'y a pas de mouvement des journalistes pour s'opposer à ce type de mesures? Comment c'est possible, ça? Ça commence un petit peu. Le problème, c'est que on a tendance en Suisse à ne pas avoir un mouvement syndicaliste toujours très fort, ou en tout cas... on a tendance à privilégier ce qu'on appelle la paix du travail. Donc ça, c'est un premier problème. Et puis, le deuxième, c'est que, si vous voulez, le législateur qui devait décider récemment encore à savoir quand s'appliquent ces mesures superprovisionnelles, a priori, la loi disait qu'elle ne devait s'appliquer que lors d'atteintes très graves à la personnalité de quelqu'un. Eh bien, ils ont enlevé le trait, donc c'est que grave maintenant, en prétextant que c'était que des cas isolés et que, au final, la loi fonctionnait très bien. Et comme en tant que journaliste et qu'organisme de journalistes, on n'a pas bien fait notre travail de donner le nombre de cas et le nombre de problématiques auxquelles on était confrontés, eh bien, il y a eu un peu l'illusion qu'au final, les mesures superprovisionnelles ne touchaient que très peu de gens et forcément des journalistes qui avaient fait mal leur travail, ce qui n'est pas le cas. Et puis, la dernière chose aussi, c'est que les mesures ne sont pas accordées de la même façon en fonction des cantons. C'est encore une spécificité, c'est que ce n'est pas une loi qui est fédérale, c'est une loi qui s'adapte région par région. Et donc, typiquement à Genève ou Lausanne, on a tendance à être plus pro-presse, plus facilement à refuser des mesures que dans des cantons comme Zoug, par exemple, qui sont des cantons... oui. Des paradis fiscaux, et puis pro-business, avec une conscience très claire de ce dont ils ont besoin pour faire tourner leur économie. Et donc, suivant où vous êtes attaqué, ça peut changer. Et j'ai envie de vous dire que vous avez de la chance, puisque vous l'avez fait en Suisse romande. Vous auriez écrit sur un patron à Zoug ou dans un autre canton comme Schwyz, eh bien, toute la procédure aurait été en allemand. Et puis, vous n'auriez pas pu obtenir une traduction de la procédure, car le fort, il est déterminé par la victime. Et si on passe outre et qu'on publie quand même le nom, on se prend une amende de malade, quoi. Enfin, ça rigole pas, quoi. Ouais, ça peut. Il y a des accords avec la France, donc automatiquement ils vont être mis en place. Et c'est vrai que c'est des mesures qui sont difficiles à contester. Le problème, c'est qu'il aurait sans doute fallu vous battre peut-être et faire appel. Parce que c'est ce qui aurait pu permettre éventuellement, si vous perdiez en dernière instance, par exemple au tribunal fédéral, d'aller à la Cour européenne des droits de l'homme et peut-être d'obtenir un arrêt qui ferait jurisprudence et qui casserait ce style de mesure. Mais bon, ce qu'il faut vous dire en plus, c'est que ça a été en plus renforcé. C'est-à-dire que le Parlement, malheureusement, a décidé très récemment
de passer de très grave à grave. Donc, ça va de plus en plus Ah non, mais je vois bien. Mais aller là. c'est une justice de classe, quoi, parce qu'il y a que les gens fortunés qui peuvent se défendre et actionner cette mesure provisionnelle, quoi. Bah, c'est bien ça le problème. C'est que, en fait, il y a cette loi, elle peut avoir un sens. C'est-à-dire que quand vous êtes une famille d'origine étrangère en Suisse et que des tabloïds vous accusent parce que votre enfant est peut-être parti essayer de rejoindre Daesh, comme il y a eu à l'époque en Syrie, parce qu'il s'est fait monter la tête, quand le journal va publier votre adresse, la photo de votre enfant et le nom en entier, eh bien oui, c'est un problème et oui, c'est logique que vous puissiez stopper ce genre de publications qui vont garder un impact sur votre vie pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans et potentiellement vous empêcher de trouver un travail. Le problème, c'est que ces gens ne feront jamais appel à des avocats parce qu'ils n'ont pas les moyens et ils n'ont pas le réflexe. Donc, qui utilise ça aujourd'hui? Ce sont les avocats eux-mêmes, les grandes boîtes de trading, les banques. Et donc, oui, c'est une justice de classe. C'est une justice qui ne sert que les personnes qui ont les porte-monnaies les plus remplis. Moi, je vous dirais juste 2 choses. La première, c'est que la rapporteuse sur la presse de l'ONU a récemment condamné la Suisse, pas pour les mesures provisionnelles, mais pour sa gestion du droit de la presse. Et la deuxième chose, c'est que on l'a vu dans le cadre des enquêtes Swiss Secret avec les lois sur le secret bancaire. Il y a des lois en Suisse qui sont contraires à la liberté de la presse et à la liberté d'expression. Et vous avez plusieurs collègues, il y a un procès de certains de vos collègues du Nouvel Obs qui va se tenir ou qui s'est tenu en lien avec des mesures. Il y a une affaire avec d'autres journaux français, donc c'est malheureusement quelque chose qui arrive à l'étranger. Et nous, dans notre cas concret avec plusieurs collègues, on a eu ça dans le cas d'un livre, un livre qui est publié en France. Eh bien, parce que je suis domicilié en Suisse, les mesures superprovisionnelles s'appliquaient sur moi. Ouais. C'est un vrai problème. Je vous remercie beaucoup. Enfin, je te remercie beaucoup, Antoine. J'espère qu'on se reverra sur Blast et à bientôt pour de nouvelles aventures, quoi. Ça marche. Depuis, le dirigeant de la société a été viré pour des raisons que nous n'avons pas encore élucidées. On ne peut pas affirmer que le harcèlement a joué, même si on est en droit de se poser la question. Nous n'avons pas tenté de savoir, ni de lancer une enquête contradictoire sur ce point, pour ne pas voir relancer une seconde procédure. Officiellement, le sieur XXX aurait été licencié pour avoir refusé de réorganiser son business unit et de ne pas avoir atteint ses objectifs. Sans nous, et sans cette enquête de Morane, le triste cire serait peut-être toujours en place. On est en droit de s'interroger. Y a-t-il une morale à cette histoire? Aucune morale. Sauf que la Suisse n'est plus vraiment une démocratie, puisqu'elle empêche ses journalistes de travailler et que sa justice protège les riches entrepreneurs violents et harceleurs. Pour en savoir plus, et si vous pensez que j'exagère, je vous invite à lire le papier de Morane Kerinek et je vous invite aussi à vous abonner à Blast. Nous n'avons pas de compte en Suisse et nous avons besoin de vous pour, entre autres, batailler en justice contre les cuistres, les censeurs et les magistrats genevois. Comment dit-on se faire avoir en Suisse? Mais comment dit-on aussi avoir quand même le triomphe modeste? Allez, salut. Every morning you greet me, small and white, clean and bright. You look happy to me.